Bonjour à tous. Du coup, nous, donc on vient pour animer l'atelier validation éthique et réglementaire. L'idée, c'est pas de vous assommer de réglementation, c'est principalement de vous expliquer ce qui existe, mais aussi de vous expliquer comment on peut faire avec. En premier lieu, donc moi je me présente, je suis Isabelle Buffet, je suis la directrice adjointe de la DRCI de l'hôpital Foch, donc la recherche clinique d'hôpital Foch. Je suis accompagnée de Pauline. Voilà, je m'appelle Pauline Touche, je suis chef de projet au sein de l'unité data de l'hôpital Foch. Du coup, donc on va commencer, je vais faire quelques rappels assez généraux du coup sur vraiment les recherches cliniques, quelques définitions, et puis après on va faire un topo sur les recherches impliquant la personne humaine et un topo ensuite sur les recherches qui n'impliquent pas la personne humaine, donc on appelle vulgairement les recherches sur données. Donc au niveau des définitions générales, je voulais juste rappeler ce que c'est qu'une étude clinique, parce qu'on parle de recherche clinique, mais je pense que c'est pas mal d'avoir quand même un petit rappel vraiment de la de la définition classique. C'est une étude qui est organisée, qui est faite dans un cadre qui est organisé et codifié. Donc c'est un ensemble de règles que se donnent les professionnels de santé pour réaliser une recherche dans les mêmes conditions, de la même manière. Donc ça, c'est voilà. Le principe, c'est tout est rédigé dans un protocole. Vous avez un document avec qui, quand, quoi, pourquoi, comment, etc. Vraiment, l'idée, le protocole, c'est le document le plus complet et qui explique vraiment ce qu'on veut faire, dans quelles conditions, par qui, dans quelle durée, etc. C'est donc une expérimentation scientifique, prospective, dont l'objectif est de répondre à une ou plusieurs questions pertinentes et précises. Donc c'est une recherche qui doit être adaptée en fonction donc, de l'environnement, des caractéristiques de ce qu'on va évaluer, du résultat qu'on attend, du risque qui doit être pris en compte, etc. Dans quel but on va pouvoir faire une recherche? C'est pour améliorer les soins, pour améliorer les pratiques, pour améliorer les traitements, pour améliorer le confort du patient. Vous allez avoir différents objectifs en fonction des recherches. Ouais. Est-ce que c'est réglementé? Oui, sinon on ne serait pas là aujourd'hui et sinon on pourrait faire n'importe quoi. Il y a des exigences réglementaires, éthiques, scientifiques qui sont fortes. Pourquoi elles sont là? Pas juste pour embêter tout le monde, c'est pour protéger les personnes. C'est vraiment, là j'insiste, c'est le premier aspect, c'est pour vraiment qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, n'importe qui. Je ne vais pas vous faire le rappel avec ce qui avait été fait précédemment, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place à la suite de déviances, on va dire, mais le but ultime, c'est quand même de protéger les personnes qui vont participer aux recherches. Donc voilà, fondement éthique et philosophique pour le respect de la personne. Il y a des réglementations donc, qui sont nationales et qui sont européennes. Donc c'est pas toujours évident de composer avec les unes et les autres, puisqu'en général, il y a déjà des réglementations en gros qui sont complexes au niveau européen, et nous en France, on aime bien compliquer un petit peu la chose. Pourquoi est-ce qu'on réglemente aussi les recherches cliniques? C'est pour obtenir des données de qualité. Parce qu'on aura beau faire ce qu'on veut, si les données qu'on récolte et qu'on analyse par la suite ne sont pas de bonne qualité, ne sont pas recueillies comme il faut, sont incomplètes, sont erronées, ne sont pas suffisantes, etc., on ne pourra rien sortir de notre étude et on aura fait travailler tout le monde, on aura perdu de l'argent pour rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'obtenir à la fin une base de données de qualité complète et analysable. Et donc ça, c'est dans une optique d'avoir des résultats qui sont crédibles à la fin pour pouvoir faire des analyses correctes et pouvoir répondre à notre question. Donc ça, c'est voilà, des choses qui sont obtenues par un rationnel scientifique qui est solide, une méthodologie qui a été réfléchie, qui a été adaptée en fonction de notre question et de comment y répondre. De nouveau, voilà, j'ai rappelé un encadrement juridique national et européen qui sont très forts. La réglementation actuelle, là je ne vais clairement pas vous faire la liste de tout ça, je l'ai juste rappelé ici, c'est pour vous montrer, voilà, là j'ai mis le petit drapeau européen, c'est pour vous dire, voilà, on a tout ça au niveau européen. Au niveau français, on a la même chose, des différentes réglementations, donc peut-être plus m'appesantir sur les réglementations françaises, le Code de la santé publique, on connaît, il y a toute une partie recherche bien évidemment. Il y a des arrêtés qui sont en gros les modes d'emploi de comment interpréter les lois. Il y a les bonnes pratiques cliniques, donc ça c'est vraiment une décision qui est capitale, qui est importante pour la conduite de recherche clinique.
J'ai juste rappelé le lien en dessous, juste en bas de la slide sur le site du GIRSI où il y a une formation, enfin alors une formation c'est plus un quiz, recherche clinique, enfin bonne pratique clinique qui permettent de délivrer une attestation de bonne pratique. Donc je vois que certains acquiescent, je pense que nous, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal en tout cas pour nos équipes. En termes de réglementation, vous avez en complément la loi de bioéthique qui va vous donner aussi un certain nombre de réglementations sur des recherches un petit peu particulières, donc ce que j'ai mis qui concerne la greffe, les embryons, la génétique, etc. Et puis vous avez la loi informatique et liberté, donc la CNIL. Je vois des haussements de sourcils, ça donne des sueurs froides à beaucoup de monde et notamment aux chefs de projet. Pauline en sait quelque chose, elle vous en parlera un petit peu après. Voilà, encore une fois, la CNIL n'est pas là pour nous empêcher, n'est pas là pour nous bloquer. L'idée, c'est quand même de protéger les personnes et donc, pour la CNIL, leurs données. Mais voilà, effectivement, après, on a un certain nombre ça apporte un certain nombre de contraintes, de réglementation, des dossiers qui sont assez lourds à faire. Bon, voilà, c'est... quels sont les acteurs d'une recherche clinique? Là, je vous ai juste rappelé donc, qui pouvait être au niveau de l'investigation, enfin, au niveau de la conduite d'une recherche clinique. Vous avez donc le promoteur d'un côté, l'investigateur d'un autre et les participants à la recherche. Donc ça va être 3 acteurs qui vont être indispensables et complémentaires. Le promoteur, donc, ou le responsable du traitement, le responsable de traitement, c'est un terme qui est très protection des données, très RGPD. C'est le responsable de la recherche. Donc c'est la personne physique ou morale qui est à l'initiative d'une recherche, qui va en assurer la gestion, le financement, et le suivi, bien sûr. Donc ça peut être des industriels, hein. Vous pouvez avoir un big pharma, un industriel ou une petite start-up. Vous pouvez avoir un institutionnel, donc des groupes de recherche, j'ai entendu l'IGR, voilà, Curie, un hôpital, voilà. L'investigateur, ça va être donc la personne, là où les personnes qui vont vraiment conduire la recherche au sein de l'hôpital. Donc voilà, vous allez avoir, selon les typologies de recherche, des professions différentes. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, de manière générale, c'est plus un médecin. Si on est tous ici aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que justement, ça n'est pas qu'un médecin, mais c'est quelque chose qui commence un peu plus à faire son chemin. Mais, donc, vous pouvez avoir des dentistes, sages-femmes, pharmaciens, aides-soignants, kinés, orthophonistes, toutes les professions paramédicales. Je pense qu'on est tous bien placés pour le savoir ici. Et puis, vous avez le participant à la recherche, bien sûr, sans qui rien ne se fait. Et j'ai quand même vraiment rappelé ici que la participation à une recherche doit toujours être volontaire. Il n'y a aucun caractère obligatoire. Et c'est quelque chose qui est quand même toujours très important à rappeler. Bon, l'investigateur, là, ça reprend un petit peu effectivement ce que je vous disais. Donc, l'investigateur, vous avez la notion d'investigateur principal, qui est vraiment sur un lieu de recherche, la personne qui va porter la responsabilité de la recherche pour lui et pour son équipe. Donc les autres investigateurs seront toujours sous la responsabilité de l'investigateur principal. Donc s'il y a une inspection, c'est l'investigateur principal qui prend, et c'est pas parce que c'est son équipe qui a réalisé quelque chose qui s'en décharge. Il est vraiment responsable de la conduite de son essai au sein de son hôpital, enfin de son service. Et puis donc, vous avez tous les collaborateurs des investigateurs, donc c'est des personnes qui sont désignées par écrit. C'est important de désigner quelle est la fonction de la personne, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans la recherche, puisque une infirmière qui va être impliquée dans une recherche n'aura pas le droit de tout faire, bien évidemment. Un pharmacien, il aura le droit que de s'occuper de tout ce qui est en lien avec le traitement. L'infirmière, elle va faire que certains actes, etc. Donc il y a vraiment une désignation par écrit des rôles et des responsabilités de chacun. Là, ce que je vous ai remis, ça peut être effectivement des médecins, ça peut être des soignants ou autres. L'investigateur coordonnateur, donc là, c'est vraiment une personne en cas d'études multicentriques. Ça va être le contact privilégié du promoteur, puisque c'est en général la personne qui va être vraiment l'interlocuteur clé pour la rédaction, notamment du rationnel scientifique. Donc ça va être avec lui que le protocole va être rédigé donc en collaboration entre l'investigateur, coordonnateur et le promoteur. Au-delà de ces aspects rédactionnels et de réflexion sur le montage de l'étude, c'est lui qui va pouvoir aussi orienter, répondre aux questions médicales au cours de la recherche. Il va représenter l'ensemble des investigateurs à certaines réunions.
Et c'est lui qui va être aussi en charge de rédiger le rapport et les publications en lien avec le promoteur en fin d'études. En termes de compétences et d'obligations, c'est donc un médecin ou un soignant qui remplit certaines conditions d'exercice de sa profession. Donc il va avoir besoin pour pouvoir être impliqué sur une recherche, de prouver sa formation. Donc il va devoir fournir son CV, notamment pour la revue du dossier par les comités de protection des personnes. Il aura besoin d'être inscrit à l'ordre des médecins infirmiers, quel que soit son ordre de rattachement. Il va avoir besoin de connaître les bonnes pratiques cliniques, puisque là, pour le coup, c'est quelque chose également qui est énormément regardé maintenant par les comités de protection des personnes. Il va devoir connaître bien sûr son protocole et les gestes, tous les actes qui vont être en lien avec son étude. On lui demandera également de connaître et de respecter les lois, les réglementations. Donc les BPC de nouveau, j'y reviens, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment capital et sans quoi une étude ne peut pas se conduire dans des bonnes conditions. Il va autoriser le promoteur ou les personnes mandatées à réaliser des audits. Il faut savoir qu'en plus de ces audits, il peut y avoir aussi des inspections. C'est lui qui sera en lien avec les autorités, ANSM ou autres. Et puis il y aura, au-delà de tout ça, c'est les contrôles qualité, c'est le monitoring, donc les attachés de recherche clinique qui viennent au décours de l'étude pour faire les vérifications ad hoc. Donc accepter les inspections, ça c'est ce que je disais juste avant. Et puis donc il établit et il tient à jour la liste des personnes qui sont impliquées sur sa recherche. Donc c'est ce qu'on expliquait un petit peu avant, donc avec la liste des membres de son équipe et qu'est-ce qu'ils sont autorisés à faire dans le protocole en question. Là, je remonte au niveau des régulateurs de la recherche clinique, donc toutes les institutions qui vont être amenées à tourner et à autoriser nos recherches. Un des plus connus dans le monde de la recherche clinique, c'est bien sûr les comités de protection des personnes, les CPP. Donc ce sont des comités d'éthique qui sont indépendants et qui sont désignés de manière aléatoire par un tirage au sort. Ils délivrent un avis pour la recherche sur la pertinence éthique et scientifique, sur la protection des personnes et sur l'adéquation entre les objectifs et les moyens. Donc ça veut dire qu'ils vont vérifier qu'on ne va pas faire sur le patient des actes qui ne permettent pas de répondre à la question. Si on a besoin d'une IRM, on fait une IRM. On ne va pas faire une IRM pour le plaisir, juste pour avoir des données au cas où. On fait une IRM à un patient que s'il y en a besoin pour répondre à la question posée. Donc ça fait partie des compétences, des responsabilités des CPP. L'ANSM, bien sûr, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, c'est une agence qui garantit la sécurité des produits de santé tout au long du cycle de vie, des essais initiaux jusqu'à la surveillance post-AMM. Elle délivre une autorisation pour ce qui est des recherches sur la sécurité des patients et sur la sécurité et la qualité des produits qui sont évalués. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL, elle protège la vie privée et l'utilisation des données de santé, en l'occurrence, données personnelles. Elle veille au respect de la loi du RGPD, de la loi informatique, et donc elle va être en charge notamment pour les recherches cliniques de rédiger ce qu'on appelle des méthodologies de référence, qui sont des textes standards en fait qu'on va pouvoir suivre qu'on va essayer de suivre dans la majeure partie des cas, qui vont permettre en fait de nous soulager de dossiers réglementaires CNIL, puisque ces méthodologies de référence en fait vont donner un certain nombre de règles. Si le promoteur suit ces règles-là, on fait ce qu'on appelle un engagement à cette méthodologie de référence et on n'a pas besoin de faire de dossier de demande d'autorisation. Si on sort de ce cadre-là, parce qu'on a besoin pour notre protocole, il faut vraiment qu'on le justifie, qu'on explique à la CNIL pourquoi est-ce qu'on sort de ce cadre-là. Donc à ce moment-là, c'est une demande d'autorisation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd, mais donc c'est la CNIL qui va être en charge de donner ces autorisations. Et puis vous avez l'ARS, donc les agences régionales de santé, qui vont délivrer des autorisations de lieu de recherche, donc qui concernent notamment les recherches sur volontaires sains et celles en dehors de la spécialité médicale. Alors, le participant à une recherche, donc ce qu'on disait tout à l'heure, il participe toujours de manière volontaire, c'est toujours non obligatoire. Il y a systématiquement une information et un consentement éclairé, écrit ou oral, ou une non-opposition.
il y a, voilà, ces consentements, ou ces non-oppositions concernent les patients ou les titulaires de l'autorité parentale. Je crois que j'ai un tableau juste après, juste pour information, sur qui est en mesure de donner ces consentements. Donc le participant, il doit systématiquement avoir une information loyale sur le déroulement de la recherche. L'information, elle va contenir les objectifs, quelle est la méthodologie de la recherche, comment va se passer son étude, comment elle va se dérouler, les bénéfices, les risques qu'il peut attendre, les contraintes, le produit, voilà. Enfin, il y a vraiment toutes ces explications-là qui doivent être fournies via la note d'information. Il faut savoir qu'il peut aussi retirer son consentement à tout moment, sans avoir à se justifier, sans avoir à être pénalisé et qu'il y ait des altérations de ses soins. Il n'y a aucune justification à avoir à ce niveau-là. Et donc du coup, aussi, donc, les données personnelles qui seront collectées seront systématiquement codées. Donc le codage, c'est le terme français, pseudonymisation, c'est le terme CNIL, on va dire. C'est pour dire que le patient, monsieur machin, sera identifié comme le patient 003. L'investigateur, dans toutes ces informations-là, seront garants de l'éthique systématiquement, donc seront garants que le patient a participé après information, a donné son consentement, n'a pas été inclus bien sûr sans consentement, et que ces données sont collectées de manière correcte. Voilà, je vous ai juste là remis une slide pour information, je pense que les slides seront diffusés après, j'imagine, sur le consentement des personnes vulnérables, donc les mineurs, les personnes sous tutelle. Ça va être un peu variable, on ne va pas s'étendre sur la question ici. Les recherches cliniques. Donc vous avez deux grandes catégories de recherche. Donc les recherches impliquant la personne humaine, qui sont réglementées par la loi Jardé. Vous avez ici 3 types de recherches, donc catégorie 1, 2, 3. Les recherches de catégorie 1 sont ce qu'on appelle les recherches interventionnelles. C'est les anciens essais cliniques, recherche biomédicale pour les plus anciens. Là, pour le coup, sur ces recherches-là, elles seront portées uniquement par des investigateurs médecins. Des recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes, donc ce sont les recherches de catégorie 2, ce sont les anciennes soins courants pour certaines personnes, enfin grosso modo c'est à peu près l'équivalent des soins courants. Ce sont des personnes des recherches qui vont quand même impliquer une contrainte, mais qui va être mineure, ça va être peut-être répondre à certains questionnaires ou des visites avec peut-être des prélèvements d'échantillons qui sont assez mineurs. Enfin, voilà, il y a toute une liste d'arrêtés qui va nous donner les classifications. Et la catégorie 3, la dernière, sont ce qu'on appelle les recherches non interventionnelles. Ce sont les anciennes recherches observationnelles. Là, pour le coup, c'est des recherches sur lesquelles qui vont quand même impliquer la personne humaine, mais où il n'y aura aucune intervention spécifique. Et puis, donc, vous avez, en plus, en parallèle de ces recherches impliquant la personne humaine, ce que je disais, les recherches qui n'impliquent pas la personne humaine. Donc, on appelle les recherches sur données. Là, je vous ai juste donc un focus sur les recherches impliquant la personne humaine. Nous, on appelle après les RIPH, c'est notre argot, mais vous comprendrez pourquoi. Donc, les catégories 1, donc, qui sont les anciennes recherches biomédicales, sont des recherches qui sont invasives, qui sont interventionnelles. Donc, vous allez avoir les essais thérapeutiques de médicaments, les essais sur les dispositifs médicaux invasif ou un dispositif qui est non marqué, puisqu'un dispositif médical qui va être non invasif, mais dès lors qu'il n'y a pas de marquage CE, on passe directement en catégorie 1. Vous allez avoir tout ce qui est essai interventionnel de chirurgie, de psychiatrie, il y en a un certain nombre de contraintes également. Donc l'investigateur, ce que je vous disais, c'est obligatoirement médecin, donc, dentiste ou sage-femme. Ce sont des études qui vont nécessiter la souscription à une assurance spécifique pour ce projet. Et en termes d'autorisation, vous allez avoir à solliciter l'ANSM et le CPP. Donc une demande d'avis favorable au CPP et une autorisation à l'ANSM. En termes de CNIL, c'est ce qu'on disait, la plupart du temps, on essaye au maximum de se conformer à la méthodologie de référence 01, donc celle qui encadre ces essais interventionnels. À défaut, on va être dans l'obligation de demander une autorisation à la CNIL. En termes d'information et consentement, vous allez avoir une information écrite et orale et un consentement écrit obligatoire de la part de chaque patient.
ou des titulaires de l'autorité parentale si vous êtes dans le cadre d'une recherche en pédiatrie. Dans le cadre de ces études de catégorie 1, c'est dans ces études-là qu'on va surveiller ce qu'on appelle donc la vigilance de l'essai clinique. Donc la vigilance, c'est le recueil des événements indésirables non graves ou graves. Donc les événements indésirables graves, ce qu'on appelle donc les EIG ou les SAE en anglais. J'ai relisté là, ici la liste des définitions. Ce sont des définitions qui sont dans les BPC. C'est des événements qui entraînent la mort, qui mettent en jeu le pronostic vital, qui nécessitent des hospitalisations ou une prolongation d'hospitalisation si c'est un patient qui est déjà hospitalisé, qui vont provoquer un handicap, une incapacité importante, ou qui vont se traduire par une anomalie, une malformation congénitale, ou vous avez la dernière catégorie qui est là en fait les événements qui sont classés comme médicalement significatifs. Donc là, c'est vraiment à la discrétion de l'investigateur. S'il juge qu'on ne rentre pas dans les premières catégories, mais que pour lui, c'est vraiment quelque chose de grave, on le met là et après, on explique effectivement ce qu'il en est. Pour ces événements indésirables graves, il y a une notification par l'investigateur au promoteur sans délai. Enfin, il y a tout un process de reporting dès la connaissance de cet événement. On passe ensuite sur les recherches de catégorie 2, donc, qui sont les recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes. J'ai oublié dans le titre en rouge, mais donc c'est celles qui vont comporter un ou quelques examens supplémentaires ou des procédures complémentaires. Vous pouvez avoir par exemple une randomisation, une comparaison de techniques ou de pratiques validées, un prélèvement de spans spécifique, des prélèvements d'échantillons biologiques tels que des biopsies cutanées, superficielles, des recueils d'urine après sondage. Enfin, voilà, il y a toute une catégorie de recueils d'échantillons qui sont jugés suffisamment invasifs pour être en catégorie 2, mais pas non plus trop méchants, entre guillemets. Enfin, ça fait mal, mais pas trop, quoi. En gros, vraiment... Non, mais c'est un peu ça. Hein. C'est ça. En termes d'investigateurs, vont pouvoir porter des recherches de catégorie 2, tout personnel médical, soignant, une personne qui est qualifiée dans le domaine, bien évidemment, de la recherche. L'assurance est également obligatoire, mais en termes d'autorisation, on est juste sur un avis favorable du CPP. Il n'y a pas d'autorisation à l'ANSM. L'ANSM est uniquement informée de l'existence de cette recherche. En termes de CNIL, on est sur les mêmes réglementations, donc on essaie de se conforter à l'AMR 01. À défaut, on va demander une autorisation à la CNIL. Et en termes d'information et de consentement, donc c'est une information écrite et orale, et un consentement qui peut être oral. On peut être sur un consentement écrit, ça va un peu plus loin que la réglementation, bien sûr, mais un consentement oral, normalement, est suffisant. La dernière catégorie des RIPH, donc des recherches impliquant la personne humaine, donc la catégorie 3, ce sont les recherches non interventionnelles. Ici, vous allez avoir donc, toutes les recherches qui sont conduites sur des personnes saines ou malades et qui comportent un ou plusieurs actes ou procédures qui sont dénuées de risque. Donc ça va être un tube de sang additionnel. Un patient qui a déjà un prélèvement pour le soin, on prend un tube en plus, ça ne fait pas de piqûre en plus. Donc c'est vraiment ça qui fait qu'on passe en catégorie 3. Ou un volume supplémentaire d'un épanchement. Si on fait un lavage broncho-alvéolaire, si on récupère un petit peu en plus pour la recherche que ce qui est collecté pour le soin, par exemple, on va rester en catégorie 3. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu cette gradation sur les recherches. Il peut y avoir après des collectes aussi d'échantillons qui sont non invasifs, collecte d'échantillons d'urine, de sel, etc. Des écouvillonnages superficiels, des enregistrements non invasifs, des questionnaires, etc. Donc l'investigateur, c'est ce qu'on disait, donc c'est un personnel médical ou soignant ou une personne qualifiée. Et là, en termes réglementaires, c'est un petit peu plus simple puisqu'on n'a pas besoin de souscrire d'assurance. L'autorisation, c'est comme les catégories 2, donc une autorisation du CPP et une information de la NSM une fois qu'on a l'avis favorable du CPP. En termes de CNIL, on a une obligation, une obligation. Soit on se conforme à la MR, donc la méthodologie de référence 03, qui est c'est le pendant de la MR 01, mais qui est appliquée pour les études non interventionnelles, mais grosso modo, les consignes sont les mêmes. Donc soit on est conforme au requis de la MR 03, soit on va demander une autorisation à la CNIL. En termes d'information et de consentement, donc c'est une information écrite et orale individuelle et une non-opposition. Donc en gros, le patient n'a pas besoin de dire oui, mais il ne faut pas qu'il dise non.
Donc là, je vous ai remis, voilà, c'est vraiment la synthèse de ce que je disais avant. Voilà, ce sera pour vous un petit peu peut-être un pense-bête si vous récupérez les diapos par la suite, avec vraiment voilà, tout ce qui est typologie, enfin les différentes informations en fonction des catégories 1, 2 et 3. Le circuit de soumission, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, c'est pour vous montrer un petit peu les différents échanges qu'il peut y avoir entre le promoteur, l'ANSM. Ce que je mettais, c'est la CNRIPH, c'est la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. C'est un peu abominable, mais voilà, c'est eux qui vont faire le lien, en fait, avec les comités de protection des personnes. Donc, en fait, on va solliciter la CNRIPH qui va nous dire, vous allez envoyer votre dossier au CPP un tel ou un tel. C'est vraiment un tirage au sort, donc c'est aléatoire. Quand on fait ce tirage au sort, c'est quand on a le dossier qui est prêt, qui est complètement finalisé, et c'est à ce moment-là qu'on sait si on va vers tel ou tel CPP. J'ai juste précisé ici les délais de rendu des avis, donc des instances. La NSM a 60 jours pour répondre à notre sollicitation, dès lors que le dossier est complet, donc il est recevable. Voilà. Et si on a une autorisation mais qu'on n'a pas démarré l'essai sous 2 ans, l'autorisation devient caduque. Donc on est obligé de ressolliciter la NSM. Le CPP, les délais théoriques sont de 45 jours, à partir également de la recevabilité du dossier. D'expérience, on sait que c'est très compliqué, les CPP sont absolument surchargés. Donc les 45 jours ne sont pas forcément bien respectés, alors que d'expérience, la NSM, pour le coup, s'est beaucoup améliorée sur les délais. Et eux, les 60 jours sont de manière générale assez respectés. 45 jours du CPP, c'est un peu plus compliqué pour eux. On peut, voilà, après, il y a différentes informations. Voilà, j'ai juste relisté un petit peu derrière, avec voilà, l'extension à 60 jours pour les essais de catégorie 1. Oui. Excusez-moi, quand on a des questions de la part du CPP, est-ce que nous, on a un délai aussi à respecter? En général, ils le disent. Alors ça, c'est très CPP dépendant. Ouais. Mais en général, s'ils veulent, par exemple, s'ils nous posent une question le 1er septembre, qu'ils ont une session le 15 septembre et qu'ils veulent que ça passe, ils le précisent. Après, c'est en général au choix du promoteur, parce que plus on va traîner pour répondre, plus on sait que ça va passer à la session d'après. La NSM, eux, par contre, quand ils posent une question, il y a toujours un délai pour répondre. Systématiquement, dans leur courrier de demande de questions, ils nous demandent de répondre pour telle date. Les CPP, c'est assez variable. Non. Il n'y a pas de délai, moi, j'ai pas. Point de vue réglementaire. Non, ça met en clock stop en fait. Enfin, voilà, ça retarde notre projet parce qu'après, plus on prend de temps pour répondre, plus on va être repoussé. Parce qu'après, en général, les CPP ont une session par mois, sauf en août. Il y en a qui ont des fois 2 par mois, mais c'est assez rare, je crois. Après, voilà, plus on prend de temps, plus ça va retarder notre projet, quoi. Si je peux rajouter, parce oui. On voit très régulièrement, mais on a souvent, alors soit ça passe en commission d'après, donc du coup on n'a pas vraiment de délai, on sait que ça va repasser en session, soit on a un délai, et le délai qui est précisé c'est 12 jours. Donc, 12 jours? Oui. Et c'est écrit noir sur blanc. D'accord. Et vous avez sur le site du CNRIPH, sur la plateforme, vous avez le délai, enfin vous devez répondre jusqu'à telle date, et vous avez la date de réponse. D'accord. Vous n'avez plus que tant de jours pour répondre. Et en fait, on voit des comptes. D'accord, oui, ça met la pression. De temps en temps, ça fait un peu la pression. Oui, complètement, complètement, parce que pour moi, effectivement, j'étais plus sur voilà, mes expériences précédentes, me faisait dire que c'était plus, voilà, entre guillemets, on prenait le temps qu'on voulait, mais ça nous pénalisait. C'est la nouvelle plateforme qui est en... Ah oui, la 2G. Oui, c'est ça, la toute nouvelle. D'accord, que je connais moins, effectivement. Donc là, maintenant, elle garde beaucoup plus vite. Qui met la pression. Parce qu'après, il y a effectivement, en général, la plupart du temps, les questions sont revues à la session suivante. Maintenant, si des fois, selon le projet, selon le CPP et selon les questions qui sont posées, ça peut aussi être revu hors session. S'il y a 2-3 coquilles à corriger dans les documents, etc., ils peuvent nous dire, vous le faites, et puis c'est juste les rapporteurs qui vont dire, ok, ils ont répondu à mes questions, donc on donne l'avis favorable. Ça dépend vraiment, à mon sens, du cas. Hein. Voilà, je laisse la parole à Pauline, qui est la spécialiste des études qui n'impliquent pas la personne humaine chez nous. Je ne sais pas, avant, est-ce que vous avez d'autres questions sur les RIPH avant que j'enchaîne avec les RNIPH? Non, il n'y a pas de questions pour les RIPH? Ok. Alors du coup, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une recherche n'impliquant pas la personne humaine. Alors, la définition, bien évidemment, elle est juridique, elle est inscrite dans le Code de la santé publique.
Donc, n'est pas une recherche impliquant la personne humaine. En fait, je vous ai listé du coup ce qui nous intéresse un peu plus, c'est-à-dire ce sont les enquêtes de satisfaction auprès des patients. Forcément, ça ne rentre pas dans les RIPH. C'est les expérimentations en sciences humaines et sociales. Donc, nos psychologues ont de la chance, entre guillemets, c'est un peu plus light pour elles. C'est aussi les évaluations des pratiques professionnelles à condition que ça n'implique pas la personne humaine. Alors là, honnêtement, quand on est soignant, je ne vois pas facilement comment est-ce qu'on peut évaluer ces pratiques professionnelles sans toucher aux patients. Donc je pense que ça peut peut-être s'appliquer, par exemple, aux techniciens de laboratoire ou ce genre de choses. Mais sinon, dans votre cas de soignant, je ne vois pas bien comment ce cas peut s'appliquer. Oui, dites-moi. Nous, on se pose souvent la question dans ce cadre-là, et c'est vrai que quand on a des évaluations de pratique sans aller jusqu'aux données patients, c'est-à-dire qu'est-ce que vous feriez en théorie ou avec des cas théoriques, on va dire, mais pas des cas, des données réelles, alors nous, on considère que ça rentre dans ce cadre-là. Je ne sais pas si... Mais s'il n'y a pas de données patients, pour moi, ça ne rentre pas dans une RNIPH. Professionnels qui font. C'est-à-dire que nous, oui. Les données personnelles ne sont pas issues des patients, mais des professionnels. Des professionnels eux-mêmes. Tant que les professionnels ne deviennent pas des patients, en fait, on peut prendre tout ce qui est respect des mesures d'hygiène, qualité de vie au travail, impact psychologique, tout ça, ça reste effectivement hors RNIPH. Par contre, dès que je pense notamment aux personnels qui peuvent parfois être impliqués dans des recherches, les personnels hospitaliers, à partir du moment où ils basculent du côté pathologique, où il y a une enquête effectivement sur, je sais pas, le burn-out, des questionnaires psychologiques, etc. Attention à ne pas tomber effectivement dans... que ça devient des données oui, c'est ça. Ça devient on considère que les soignants ne sont pas des personnes humaines quand tout va bien, comme des pratiques de soins. Oui, mais ils donnent quand même leurs propres données personnelles. Oui, mais ce n'est pas des personnes humaines, oui, mais... c'est pas du côté pathologique. C'est pas patient. Moi, j'ai oui, c'est ça. Mais c'est études sur lesquelles je me suis fait retoquer au CRS en disant, bah voilà, du coup, c'était des enquêtes sur des paramédicaux. Et donc, je me suis fait retoquer en disant, c'est hors RIPH, de toute façon, c'est de la qualité de vie au travail, c'est de l'observation. Donc, du coup, hors RIPH. Par contre, attention, dès que vous êtes sur du risque psychosocial, dès que vous faites passer des enquêtes un peu burn-out, un peu voilà, des choses où du coup les paramédicaux basculent encore une fois du côté patient pour être amenés à être suivis, pour être prendre des traitements, etc. Attention, là pour le coup, soit on arrive à nous voyer un petit peu du côté sciences humaines et sociales et psycho, mais je trouve que c'est très risqué, mais sinon il ne faut pas hésiter à faire les démarches pour rentrer en catégorie 3. Pour nous, ce qu'on considère, c'est dès lors qu'il y a une éventuelle prise en charge qui pourrait être mise en place, vraiment, du coup, il y a un impact pour la personne, pour nous, une bascule en Si vous faites du PTSD en retour d'OPEX, vous êtes en 3. Si la question c'était ça, vous êtes en 3. Non, on est en 2. Parce que les questionnaires modifiant la prise en charge de la personne, c'est bien du coup. Là, on est directement mais par contre, là, on est plus dans la... Pour nous, on considère plus dans l'évaluation des pratiques sur la vaccination, sans avoir de données de personnes humaines pour illustrer en fait le côté évaluation des pratiques professionnelles. C'est plutôt comme ça qu'on imagine. Il y a des nœuds au cerveau à se faire. Oui, il y a des fois, on surfe. À la DRC Proche, nous, on a 2 juristes et c'est vrai qu'on est quand même souvent amenés dans leur bureau. Parce qu'on est quand même souvent un peu sur le fil et à pas forcément savoir. Donc, effectivement, la donnée professionnelle de la donnée personnelle est effectivement pas forcément loin quand on est sur les deux tableaux. Donc, moi, je me dis toujours, si jamais il y avait un problème dans l'étude, il vaut mieux que je sois dans quelle catégorie? Il vaut mieux que je sois en 3 en développement. Ou vaut mieux que je sois dans le hors RIPH qui était peut-être un peu plus simple, dans lequel j'ai vous voyez. Je me pose toujours cette question-là. Au pire, on se met en catégorie 3, on se fait jeter hors RIPH, mais on a un texte et on a une réponse qui le prouve. Comme ça, on est sûr. Moi, j'adopte plutôt cette stratégie-là, je ne sais pas pour vous, mais... donc, il vaut mieux effectivement s'upgrader, enfin voilà, aller plus loin, et je suis assez d'accord. Oui. En plus, on a des réponses assez rapides sur ça. Je pense notamment au CRS qui donne un avis très rapidement parfois sur les études en disant avis de cette étude-là, mais par contre, on a la trace. Et donc, la dernière catégorie d'études, c'est les recherches ayant une finalité, c'est très important, bien évidemment, d'intérêt public.
C'est même à stipuler dans le protocole. Moi, généralement, je le demande à mes investigateurs pour être sûr, entre guillemets. Donc, c'est des évaluations dans le domaine de la santé conduites exclusivement à partir de l'exploitation de traitements de données à caractère personnel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, du coup, vulgairement, les études sur données. On va réutiliser les données qui ont été générées dans le cadre du soin. Et pour le coup, de retour d'expérience, c'est 95% des études pour lesquelles on vient me voir. Donc, voilà, pour faire simple, on oppose les RNIPH au RIPH, ce qui n'est pas une RIPH, fini en recherche n'impliquant pas la personne humaine. Donc ces recherches, elles peuvent être rétrospectives ou prospectives, tant que ça vient du soin, qu'on ne génère pas de données, que toutes les données sont des données disponibles dans le dossier médical du patient. Il faut aussi penser qu'on peut requalifier des échantillons biologiques prélevés dans le cadre du soin. Ça, on n'y pense pas forcément. Dans le cadre de nos prises en charge, il y a énormément quand même souvent de reliquats. Et ben, on peut les utiliser plutôt que de les jeter. Donc, je vous ai juste mis un petit exemple d'une étude récente. Donc, on a fait une étude avec l'un de nos kinés chez nous pour l'évaluation de la RAC, une étude rétrospective du coup, sur la prise en charge précoce des patients par le kiné en salle de réveil. Donc, on a uniquement utilisé des données qui avaient été générées dans les dossiers médicaux de nos patients. Donc, ce que je vous listais, ce qu'on discutait là, il y a quelques minutes, les échantillons biologiques à ne pas oublier, sur un tube de sang de 2,5 ml, l'automate, il va en prendre 200 microlitres. Donc, il y a encore plein de matériel qui peut être réutilisé plutôt que de reprélever les patients parfois. Après, il faut savoir que ce n'est pas non plus forcément la bonne solution pour tout, parce que c'est un circuit qui est parfois compliqué à mettre en place avec le laboratoire. Parce qu'il faut récupérer les échantillons pour les amener, du coup, si vous avez un CRB au centre de recherche biologique, de ressources, pardon. Faut également penser que, il n'y a pas que le sang, il y a les urines, la sueur, la salive, le lavage broncho-alvéolaire. Il y a aussi tout ce qui part en anapathe, qui peut être réutilisé. Les acteurs, du coup, je vais passer rapidement. C'est juste un petit peu une différence de naming, on va dire, entre les RIPH et les RNIPH. On ne parle pas de promoteur, mais on parle de responsable de traitement. Donc le responsable de traitement, c'est la personne morale. Donc c'est souvent nos centres hospitaliers qui sont responsables de la recherche. Donc c'est le directeur qui représente, du coup, l'hôpital. Et le responsable de la mise en œuvre, c'est le responsable scientifique. C'est vous, à partir du moment où vous portez un projet. Donc j'ai essayé de vous faire un petit logigramme pour vous expliquer un petit peu le cheminement réglementaire d'une étude sur données. Donc il ne faut pas oublier qu'une RNIPH, à la base, ça part d'une bonne idée, d'une bonne question. C'est quelle est votre question scientifique, qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez avoir comme retour d'expérience de vos pratiques. Tout ça, ça se formalise bien évidemment, comme on en a discuté, dans un protocole. C'est important, ça permet de structurer ses idées, ça permet de discuter avec vos collègues. Je ne sais pas si vous avez accès facilement à des méthodologistes ou ce genre de choses. Voilà. Donc une fois que vous avez, entre guillemets, formalisé votre étude sur données, côté réglementaire, quelle est la première question qu'on se pose? C'est est-ce que la recherche, elle est réalisée par et pour l'équipe de soins? Donc qu'est-ce que nous dit la loi concernant la définition de par et pour l'équipe de soins? Donc en gros, il s'agit des études qui sont réalisées à l'échelon, donc ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, c'est souvent d'un service. Donc c'est-à-dire que c'est souvent, pour simplifier, les études monocentriques. Si vous êtes en multicentrique, vous sortez de ce cadre-là. Dans votre notion de monocentrique, c'est monocentrique parce que ça n'est qu'un service? Oui. Ou bien ça peut correspondre à plusieurs services de l'hôpital? Imaginons qu'on ait un service qui, lui, va collecter les données et un autre service qui va l'analyser. Ah oui, alors non, chez nous, on considère que... Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est monocentrique ou pas? Et de l'autre côté, si j'ai deux services différents, parce que j'ai besoin de témoins, je vais les chercher dans le service de l'autre côté du couloir, est-ce que finalement, vous considérez toujours que c'est monocentrique? Enfin, j'ai toujours eu des questionnements sur cette notion de monocentrique. C'est normal. Oui, et puis là, on est confortable parce qu'on n'a justement pas notre juriste qui est là, parce qu'elle nuancerait, etc. Nous, c'est vrai que... On considère que dès lors qu'on est dans le même hôpital,
c'est l'équipe de soins, au sens large, mais c'est l'équipe de soins. Donc, à savoir, un patient, il va aller en anapath, il va aller après en chirurgie, et puis il va aller après en soins de suite ou je sais pas quoi, ou il va aller à la pharmacie parce qu'il y a je sais pas quoi. Tous ces services-là, nous, on considère que c'est l'équipe de soins. Donc du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on reste sur cet aspect de monocentrique, là, pour le coup, la même définition de monocentrique, multicentrique qu'une RIPH. Donc, c'est vraiment au niveau hôpital. Un juriste un peu pointilleux va vous nuancer en disant que machin, mais on est de nouveau assez border sur ces questions-là, mais je pense que, nous, pour le coup, on n'a jamais quand même eu de difficulté en termes de réglementation en partant de ce postulat-là, en prenant cette décision-là. C'est vous qui vous le définissez vous-même dans votre protocole. Si vous dites j'ai besoin de 2 services dont les patients ont des caractéristiques complètement différentes et je dois avoir une parité de chaque service, vous êtes clairement en train de définir que vous allez piocher dans 2 unités complètement différentes qui peuvent être 200. Si effectivement il y a des caractéristiques complètement différentes, vous avez besoin de ces 2 unités, etc. Après, comme vous dites, si c'est le même soin, que c'est plus un cursus patient et qu'ils peuvent être à plusieurs endroits simultanément, voilà, c'est vous qui allez définir dans votre protocole en fait ce dont vous avez besoin. Et quand vous dites c'est 2 services différents de l'hôpital qui produisent 2 typologies de patients bien différentes et j'ai besoin qu'il y ait la même quantité de chaque côté, une limite en nomination, vous définissez 200. Mais la question qui est... Ce que moi j'avais essayé de définir, c'était la notion de est-ce qu'il y a transfert ou pas de données. À partir du moment où il y a transfert de données, et que les données voyageaient, alors ça posait d'autres problèmes. C'était pas... pour certains m'avaient expliqué ça, mais c'est pour ça que j'ai... Mais si c'est au sein du même établissement, est-ce que du coup on peut parler de transfert de données? J'en sais rien. Généralement, tout reste dans le dossier patient, donc tout est centralisé, oui, sur les mêmes serveurs, les mêmes bases de données. Donc C'était juste pour bien définir là-dessus. Non, mais effectivement, mais c'est des questions qu'on s'était posées aussi nous, parce que typiquement nous, la direction de la recherche, on n'est pas un service de soins, mais on apporte tout le soutien pour la recherche, la méthodo, l'analyse stat, parfois l'aide à la rédaction, des articles. Et effectivement, c'est pas simple. Et on ne va pas non plus dire non, vous vous débrouillez parce que nous, on n'est pas l'équipe de soins. Ça n'a plus de bon sens. Mais oui, c'est une question d'interprétation c'est une vraie bonne question. Et c'est des questions de juristes, effectivement. Après, il faut voir le curseur si vraiment il y a des soucis de sécurité informatique, de voyage de données, comme vous dites. Mais normalement, au sein d'un même établissement, c'est cloisonné et le dossier patient est sécurisé. Donc, je ne vois pas le problème. On est rarement embêté là-dessus. Pardon ? On est rarement embêté par les comités là-dessus. Non, là-dessus. Nous, on n'a jamais été mis en difficulté depuis 3 ans maintenant qu'on a formalisé la prise en charge de ces recherches sur données. On n'a jamais été mis en difficulté sur ce point-là. Après, on n'est pas à l'abri d'un juriste un peu pointilleux dans un comité d'éthique qui va nous chercher la petite bête. Mais a priori, je pense qu'on est quand même assez tranquille. C'est ça. Donc, une fois que vous avez votre protocole qui est rédigé et que vous allez l'envoyer du coup pour avis à votre comité d'éthique, donc je ne sais pas si vous avez des comités d'éthique de spécialité, d'établissement, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de fonctionner. Nous, à Foch, on a la chance d'avoir un comité, donc ça nous permet effectivement de passer rapidement nos projets en revue. Il y a des séances tous les 15 jours. Donc, la mission du comité d'éthique, c'est quasiment la même qu'un CPP, c'est de rendre un avis sur le projet, de s'assurer de sa sécurité, de s'assurer que l'information qu'on va remettre aux patients est compréhensible. Et s'il y a un problème de qualification de la recherche, c'est aussi au comité d'éthique de dire non, ce n'est pas de mon ressort, il faut vous adresser à un CPP. Voilà. Je voulais juste faire une petite note sur les comités d'éthique en France, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais donc certains sont IRB, d'autres non. J'aurais tendance à fortement vous conseiller de vous adresser à un comité qui est donc déclaré aux États-Unis, qui est reconnu. Ça facilite grandement la publication. C'est dommage, entre guillemets, d'avoir tout bien fait, votre article est prêt, vous l'envoyez pour soumission, et là, le journal vous demande votre avis IRB, et vous n'en avez pas. C'est bête d'être bloqué à cause de ça. Donc, voilà. Un petit warning pour vous. Si vous avez le choix, si vous avez plusieurs comités de spécialité accessibles, favorisez un IRB. Voilà. Donc je reviens du. Excusez-moi. Oui. Quand on a un comité
valoriser, comme vous dites, la publication ou... À Curie, il n'est pas labellisé IRB, votre comité d'éthique interne? Non. Parce que s'il l'est pas... S'il n'est pas, ils peuvent soumettre le dossier, ils peuvent faire le dossier et demander à être référencé à IRB, ou sinon... Enfin, je pense pas que vous soyez obligé non plus de soumettre à votre comité interne. Je pense pas qu'il y ait d'obligation. Je pense que c'est juste un soutien. Si on a un parcours en fait, on a un groupe transversal d'accord. Pour valider et peaufiner un peu le protocole, et puis après ça passe à un comité. Mais c'est un comité scientifique. Moi, oui, ça n'empêche pas l'autre. Si vous êtes, vous, par vos procédures internes, obligé de soumettre à votre comité d'éthique interne, si vous voulez le soumettre en plus à l'Association française d'urologie ou je sais pas quoi, un autre comité d'éthique qui serait labellisé IRB, à mon sens, il n'y a pas de blocage. L'un n'empêche pas l'autre. Okay. Donc, ça va vous faire de démarches, mais je pense qu'il n'y a pas de blocage. Si ça peut vous donner une valeur ajoutée, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Donc, du coup, je reprends mon petit logigramme. Donc, on part du principe qu'on est dans une recherche par et pour l'équipe de soins. Donc, on se retrouve sur la partie de gauche, qu'on a eu l'avis favorable de notre comité d'éthique. Si votre étude n'a pas de risque ou peu de risque, en fait, une inscription au registre de traitement, non, j'ai laissé de l'hôpital, de votre registre de traitement suffit. Et après, vous pouvez mettre en œuvre vos traitements. Par contre, si du coup, vous n'êtes pas en recherche par et pour l'équipe de soins, là, ça commence à se compliquer. Vous avez une analyse d'impact qui est obligatoire. Donc, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà fait cet exercice. C'est pas simple. Et souvent, le personnel médical n'est pas du tout à l'aise avec ce type de document. Donc, je vous conseille fortement de vous rapprocher de votre direction de la recherche si vous en avez une pour avoir un soutien. Parce qu'il y a toute une partie qui est purement scientifique, donc ça, vous pouvez tout à fait compléter. Après, il y a toute une partie qui est plus sécurité informatique, qui est beaucoup plus compliquée. Alors après, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon étude rentre dans l'une des MR? Donc cette chère CNIL, toujours là pour nous contrôler, nous protéger nos données. Pour les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il y a 2 MR qui s'appliquent. Donc, celle qui est le plus souvent appliquée, c'est la MR004, donc, qui concerne la réutilisation des données du soin. Et il y a la MR005 qui est spécifique si vous voulez réutiliser les données du PMSI. C'est un petit peu à part. Si vous ne rentrez pas dans l'une de ces MR, eh ben, pas de chance, demande d'autorisation. Donc là, c'est un petit peu plus loin. Après, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, vos établissements, ils ont déjà leur engagement, soit à la MR004 et ou à la MR005. Donc, souvent, les directions de la recherche clinique ont mis en place des checklists pour faire des warnings que vous avez juste à compléter pour s'assurer que vous rentrez bien dans la MR004 ou 5. Ce n'est pas juste « oui, je rentre dedans ». C'est non, on s'assure qu'on rentre bien dedans. Et voilà. Et s'il y a quelque chose qui ne rentre pas dedans, ben on essaye de faire en sorte de changer, si c'est possible, pour que ça rentre, afin de se faciliter la vie et puis de pas perdre de temps en demande d'autorisation auprès de la CNIL, parce que ça peut quand même... C'est vrai que les études sur données sont des études qui vont beaucoup plus vite, généralement, être mises en œuvre par rapport à des RIPH qui prennent des mois, des années. Donc c'est toujours dommage de se prendre 2 mois plus 2 mois auprès de la CNIL pour mettre en œuvre son traitement. Donc voilà, si on part dans le côté optimiste, on est conforme à notre MR004 ou 5, on va enregistrer notre traitement sur le site du HDH. On l'enregistre bien évidemment systématiquement en interne. Qu'est-ce que j'ai dit? Du HDH? Non mais peut-être juste... Ah pardon, le H-Data Hub. C'est ton jargon. Excusez-moi. Et par la suite, on peut mettre en œuvre son traitement. Par contre, si du coup, on n'est pas conforme, on se retrouve à soumettre son dossier via la plateforme du Health Data Hub, qui est maintenant le secrétariat unique. Il remplace en fait notre ancienne INDS, pour ceux qui ont connu. Voilà. Et en fait, c'est le Health Data Hub qui va transmettre notre dossier au CESRES.
sachant que, oui, le Health Data Hub, quand il va instruire le dossier, toujours, attention, warning, il faut bien justifier de l'intérêt public de notre recherche. On ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche, on fait de la recherche parce que c'est un intérêt pour nos patients. Donc, on retourne sur notre petit logigramme. Donc, notre étude ne rentre pas dans l'une DMR. Donc, on dépose notre dossier sur la plateforme du Health Data Hub qui va envoyer du coup notre dossier pour avis au CESRES, qui va également rendre un avis éthique. Et je crois qu'après, voilà, le CESRES. Donc, le CESRES, en fait, donc, qui s'appelait encore le CERES il y a peu de temps, parce que en France, on aime bien changer de nom tous les ans. Donc, c'est le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé. Donc, comme un CPP, enfin, moi, je ne vois pas beaucoup de différence, il se prononce du coup sur la finalité, la méthodologie de la recherche, la nécessité d'avoir recours à des données de santé à caractère personnel, la pertinence éthique, la qualité scientifique de votre projet et également, du coup, l'intérêt public que présente le projet. Parce que juste peut-être pour rebondir, enfin, je te coupe, mais Vas-y. sur la nécessité de recours aux données de santé, c'est quelque chose qui est valable pour toutes les études, hein, RIPH ou études sur données. Il faut bien garder en tête, et ça vous pouvez aussi le rappeler à vos investigateurs, que de base dans la loi, la collecte et l'utilisation des données de santé est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc faire de la recherche, c'est une exception. Et donc du coup, il faut vraiment pouvoir justifier que les données qu'on collecte dans nos bases de données sont utiles pour répondre à la question. De la même façon ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne va pas faire une IRM pour le plaisir à un patient, en se disant peut-être que je ferai quelque chose de ces données d'IRM plus tard. Même la collecte de données, il faut qu'on puisse, dans le cadre des études sur données, il faut qu'on puisse prouver que c'est pertinent pour répondre à notre objectif. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important et qui est contrôlé, à mon sens, par la CNIL. C'est strictement nécessaire. On ne collecte pas toutes les données parce qu'on regardera peut-être dans l'objectif secondaire. Voilà, on collecte uniquement ce qu'on a besoin pour répondre aux questions scientifiques qu'on a intégrées dans notre protocole. Donc là, du coup, c'est pour reschématiser, entre guillemets, le circuit. Donc le CESRES va rendre un avis sur votre dossier et après, votre dossier va partir, du coup, pour autorisation à la CNIL. Donc, si l'avis est favorable du CESRES, c'est le cas le plus simple, ça part à la CNIL. Si l'avis est réservé ou défavorable, là, c'est un petit peu votre libre arbitre. Soit vous pouvez quand même dire à l'équipe du Health Data Hub, si, je veux que mon dossier soit envoyé à la CNIL. Mais honnêtement, il y a peu de chances que ça passe quand déjà le CESRES a mis les warnings. Sinon, vous pouvez retravailler votre dossier et le resoumettre. Alors, au niveau de la CNIL, je crois que j'ai... Ah non. Au niveau de la CNIL, donc soit vous avez votre autorisation et après, même cheminement, vous enregistrez votre traitement et vous pouvez le mettre en œuvre. Soit la CNIL refuse, et bien là, cacahuète, on ne peut pas mettre en œuvre l'étude, c'est fini. Alors honnêtement, ça arrive rarement jusqu'à cette étape-là, généralement c'est bloqué plus tôt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai endormi. Non, on leur a fait peur, peut-être. On voit pas les masques et les bouches bées. Moi, j'ai une question. J'ai une question sur cette problématique-là. Effectivement, on voit les démarches vis-à-vis de la personne qui a donné ces données. Est-ce qu'il y a une action à faire et quel type d'action à faire ? Oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé du tout de l'information patient. Alors, le cadre réglementaire, il est un petit peu différent en fonction de la politique de votre établissement, c'est-à-dire est-ce qu'elle a déjà mis en place une information collective ou pas à destination des patients pour les informer que leurs données seront potentiellement réutilisées à des fins de recherche ou pas. On définir peut-être information collective. L'information collective, elle peut apparaître sous différentes formes. Sur le site internet, en pied de page des comptes rendus médicaux, dans les salles d'attente, dans le livret d'accueil, enfin tous les moyens de communication qu'il y a entre l'établissement et le patient. Et cette information collective, c'est une information très générale,
style un petit paragraphe qui dit vos données de santé collectées dans le cadre du soin peuvent être utilisées pour de la recherche. Sauf opposition de votre part. Et avec la possibilité de s'opposer et les démarches, enfin, le contact, la personne à contacter C'est des PO. en cas de refus. Quoi. Mais ça peut être quelque chose de très très générique. Hein. C'est bien que ces personnes ne connaissent pas la finalité de la recherche spécifique sur lequel... Là, c'est vraiment une information collective. Donc, effectivement, ils ne savent pas que leurs données seront utilisées pour l'étude A, B ou C ou D. Parce qu'il me semblait que dans les méthodologies de référence, Alors, la finalité devait être... Quand on rentre effectivement dans le cadre de l'AMR, il y a une information individuelle et spécifique. Donc, pour chaque étude, il faut effectivement fournir une note d'information avec contact du responsable scientifique du projet, contact des PO pour qu'ils puissent s'opposer. Donc, je réutilise des données sur plusieurs centres et je suis dans un dossier médical, donc je peux être dans une NR 004. Oui. Il faut que je recontacte les personnes Tout à fait. pour les informer de l'étude Oui. et leur demander s'ils s'opposent ou pas. Exactement. De leurs données. C'est comme pour le don d'organes. Par défaut, on est tous d'accord, sauf si on s'oppose. Sachant que les données seront réutilisées dans le monde du hors RIPH et qu'on ne va pas se retrouver dans l'utilisation de données dans du 1, 2 ou 3. Bien sûr. On va être Bien sûr. voilà, sur des méthodologies 4 ou 5. Alors quand c'est des études par et pour l'équipe de soins où l'information collective générale suffit, nous de toute manière on fait un retour d'information aux patients grâce à notre site internet. C'est-à-dire que j'ai une liste de mes études données sur le site internet à destination des patients et quand les études aboutissent à une publication, je mets le lien aux patients voilà, pour leur faire un petit retour, leur montrer que voilà, on ne collecte pas des données pour le plaisir et que le but c'est de faire avancer la recherche. Voilà pour l'information patient chez nous. Parce que une autre chose qui circule, de temps en temps, on a des gens qui sont très, on va dire, très protecteurs des données et des personnes. Ils nous sollicitent justement pour informer au plus près, essayer de retrouver les gens, même 0 près. Si on n'est pas capable de les retrouver, là, on est en dérogation d'information à la CNIL, on est dans une autorisation. Là, la question ne se pose pas, on ne rentrera pas dans une MR. Effectivement, c'est un peu la limite de ce type d'études. C'est que si effectivement il y a beaucoup de perdus de vue ou ce genre de choses, là, ça ne fonctionnera pas. C'est juste une petite précision sur quand vous avez parlé à un moment des prélèvements où vous pouvez rentrer effectivement sur les reliquats biologiques ou des choses comme ça dans des méthodologies de référence un peu simplifiées, en gardant bien en tête qu'il y a, c'est juste sur du dosage biologique et pas sur de l'ADN ou de la génétique qui... Ah oui, la génétique, c'est effectivement encore un... très à part et oui. Dans lesquels il ne faut vraiment pas se lancer sur ces méthodologies de référence-là. Non, la génétique, c'est effectivement une donnée sensible encore à part pour la CNIL. Mais alors, autant il y a énormément de textes de loi qui sont incompréhensibles, on va dire, pour le commun des mortels non juristes, autant je trouve personnellement que les méthodologies de référence sont quand même relativement claires et relativement accessibles. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire et qu'un médecin, un investigateur peut lire et comprendre quand même la majeure partie du texte. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même accessible à la différence d'autres textes qui sont... Puis ça permet de refaire des petits rappels aussi aux investigateurs concernant la sécurité informatique des données. On ne transfère pas des données comme ça, on a des messageries sécurisées de santé ou des plateformes de données de santé, enfin voilà. Et puis les anciens codes pour pseudonymiser les patients avec les 3 premières lettres du nom, les 3 premières lettres du prénom, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Les patients sont des numéros, donc on prend soin des données, on prend soin de nos patients, on protège tout le monde. On ne met pas sa base de données sur une clé USB. Voilà, on ne l'héberge pas, voilà, la clé USB, on ne l'héberge pas sur un cloud qui n'est pas HDS, enfin voilà. Donc après, généralement, les directions hospitalières aussi ont mis en place voilà, des outils, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Si vous n'avez pas de messagerie sécurisée de santé, de leur demander. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est quelque chose qui peut paraître très contraignant, puisque je pense qu'il y a même 5 ou 10 ans, les études sur données, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. C'était les thèses à droite à gauche. Il n'y avait pas de réglementation, mais donc voilà. Depuis 2-3 ans, on ne peut plus nier qu'il y a effectivement de plus en plus de réglementation et la CNIL contrôle, les autorités contrôlent et on voit quand même des amendes relativement conséquentes pour des établissements de santé qui n'ont pas été en mesure d'assurer la protection des données. Donc
ça commence, je pense, à remonter un petit peu dans toutes les directions informatiques des établissements de santé, que certes, c'est des contraintes, mais que c'est pas pour rien et que malheureusement, effectivement, c'est contrôlé, qu'on peut être challengé là-dessus et que ça peut faire mal si on fait pas dans les règles. Et de même des patients, on entend de plus en plus de patients qui vont vérifier, qui vont être un petit peu réticents à l'utilisation de leurs données. Ou, voilà. Donc, faut vraiment se méfier et essayer de faire passer le message que, voilà, avant les thèses, enfin voilà, on dit les thèses parce qu'effectivement, la plupart des thèses des étudiants en médecine sont des études sur données. Elles étaient faites voilà, à la va-vite, ils prenaient le dossier et puis ils déclaraient rien. Et puis même s'ils avaient une DRCI qui fonctionnait bien, ils ne pensaient même pas à les contacter, mais sans penser à faire mal. Hein. Il n'y avait pas de... C'était vraiment en méconnaissance, on va dire, du cadre réglementaire. Maintenant, il faut vraiment marteler qu'il y a un cadre réglementaire et qu'il faut faut vraiment se rapprocher de sa DRCI parce que c'est des choses, ça ne s'invente pas. Hein. Voilà, tout ce logigramme, je pense que voilà, c'est quand même pas quelque chose qui est très intuitif. Pauline, elle le maîtrise comme sa poche, mais c'est pas évident pour tout le monde, donc il faut vraiment pas hésiter à se rapprocher de ces directions de recherche clinique pour les établissements qui en ont, bien sûr, pour mettre en place ces recherches. Et en plus de la GNIL, il y a de plus en plus de retours patients. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, c'est une question de confiance, donc la GNIL, c'est effectivement plus on borde... un régulateur, mais le patient lui-même peut parfois être amené à ne serait-ce que poser une question et du coup, à démasquer parfois une petite entorse, on va dire, à l'éthique ou réglementaire qui aurait pu être. Oui, bon. C'est de plus en plus communiqué même. Oui, on a de plus en plus de demandes, que ce soit des oppositions ou des demandes d'accès aux données. Et je trouve ça très sain que les patients s'intéressent du coup à nos recherches, à se dire quel type de données ils vont récupérer, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Enfin... Oui, bon, qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, après, effectivement, quand on publie et qu'on met le lien... Un patient qui adresse un courrier en disant je ne comprends pas, j'ai été rappelé à 6 mois dans le cadre d'une étude, mais je n'ai jamais donné mon accord. Là, non, mais nos DPO ne s'ennuient pas. Et faites quoi? Oui, je suis avocat. Ok. Ça nous arrive, hein. Ah, bah, oui, ou ça nous arrive d'avoir des collègues qui sont aussi patients au sein de notre établissement. Donc, voilà. Oui, c'est même déjà arrivé. C'est important que vous identifiez sur vos sites, vos unités de recherche clinique, vos DRCI, même votre interlocuteur RGPD au niveau des services informatiques. C'est vraiment important que vous identifiez tous ces acteurs qui vont vous aider justement à ne pas vous perdre et à ne pas accomplir peut-être les mauvaises démarches, même de façon peu intentionnelle, mais parfois par méconnaissance, de ne pas accomplir les bonnes démarches. Donc vraiment, rapprochez-vous de vos directions recherche clinique innovation, rapprochez-vous des unités de recherche clinique. Prenez contact avec vos référents RGPD sur les directions des services informatiques, c'est extrêmement important et faites-le le plus tôt possible. C'est ça. Contrôle, mais faites-le le plus tôt possible. N'attendez pas d'avoir avancé des démarches pour vous dire est-ce la bonne démarche et de faire quelque chose un peu trop tardivement. Parfois juste une phrase en disant que c'est d'intérêt public, etc. C'est juste une petite phrase, mais ça peut déverrouiller pas mal de choses et ça peut faire passer votre protocole parfois de façon un peu plus simple sur certaines instances. Donc vraiment rapprochez-vous de ces services-là et merci beaucoup pour cette présentation qui recadre effectivement et qui repose de façon simple, notamment avec ce petit logigramme que j'aime beaucoup, les démarches qu'on peut être amené à accomplir. On a parfois tendance à oublier parfois certaines petites démarches, mais vraiment elles sont... Ou parfois en voulant bien faire, vous faites trop. C'est ça. Ouais. J'ai eu des porteurs de projets qui sont venus tout fiers me voir en me disant « Ah mais Pauline, j'ai fait ma MR04 ». J'étais là « Mais pourquoi ?» C'est ça. Donc, il y a des fois, en voulant bien faire, vous faites trop, alors qu'on a déjà des structures, beaucoup de choses de faites au sein de l'établissement. Donc, effectivement, venez nous voir en amont. Et c'est un travail d'équipe et on y va ensemble, en fait. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de protéger le patient et ses données. Gardez bien ça en tête. On a l'impression que c'est que pour nous ennuyer, mais c'est pas que ça. Non. Ça le fait aussi. Mais gardez bien en tête que l'idée, c'est de protéger le patient et de protéger ses données. On peut être amené à un moment à être de l'autre côté de la barrière et à avoir ces données qui doivent être protégées. Donc il faut vraiment garder ça en tête, que tout ce réglementaire et toute cette éthique, comme vous l'avez dit, il y a un historique, il y a un lourd passif là-dessus. On est vraiment dans la protection du patient et de ses données. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de réaliser ces démarches. Et si jamais, je vais faire un petit peu de pub, si jamais vous avez des projets de recherche que vous voulez communiquer à notre comité d'éthique, il est à IRB, donc voilà, faut pas hésiter.
On ne revoit pas que les projets Phocien, on revoit aussi des projets de toute l'Île-de-France. Voilà. Merci encore en tout cas pour cette présentation. Et puis, un plaisir de tout vous retrouver sur les sessions plénières suivantes. Merci. Merci à vous. Merci.